Bonjour à tous. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés et d'avoir choisi la médiathèque plutôt que la canicule. Je pense que vous avez fait le bon choix. Merci beaucoup Brecht d'avoir accepté l'invitation. Alors je vais faire une petite présentation succincte de votre travail, même si je suis sûre que tout le monde ici connaît votre œuvre par cœur. Donc je résume un petit peu votre parcours. Donc vous êtes né en 86 à Hasselt, donc c'est en Belgique. Vous avez fait vos études à l'école Saint-Luc de Gand et votre projet de fin d'études s'appelait Les Noceurs. Or, Les Noceurs, c'est votre premier album, c'est ce qui vous a fait entrer en bande dessinée. Ça a été publié en 2010 aux éditions Actes Sud et ça vous a valu le prix de l'Audace au Festival d'Angoulême. Ensuite, vous avez poursuivi avec Les Amateurs, donc ça c'était 2011, Panthère en 2014 et en 2018, Les Rigoles. Ça a aussi reçu un prix à Angoulême, le prix spécial du jury. Depuis, vous avez entamé votre grande œuvre, je dirais, qui s'appelle donc Le Roi Méduse, dont le premier tome est paru en janvier 2024, duquel on va beaucoup parler, et vous allez nous expliquer quelle suite vous comptez lui donner. Et je voulais aussi signaler le beau livre qui s'appelle Le Repère de la Méduse, qui est là sur la table. Donc ça, c'est un beau livre qui a été publié à l'occasion de la Biennale du 9e art à Cherbourg, en 2025, où vous aviez une exposition. Voilà pour les présentations. Alors, ce que je voulais vous demander pour commencer, c'est qu'au moment où je me suis repenchée sur votre œuvre, puisque je me suis déjà penchée sur votre œuvre, mais au moment de préparer cette rencontre, on apprenait la mort de David Hockney. Et moi, David Hockney, alors on connaissait Piscine, mais c'est aussi un peintre de la couleur, c'est aussi un peintre qui réfléchit à la perspective, aux proportions, qui les retravaille, qui s'est aussi intéressé à beaucoup de techniques. Et dans ma tête, s'est fait un lien évident avec votre œuvre, une filiation. Et je me suis demandé, est-ce que David Hockney, ça a été un artiste important pour vous ? Oui, c'est un des influences assez importantes. J'ai regardé plus que tout à l'époque de Les Amateurs, le livre qui a suivi Les Noceurs. Fallait dessiner la campagne, la nature. Oui, il fallait des autres astuces et un des beaucoup de références que j'ai regardées, ensemble avec Charles Burkfield, une sorte de peintre de paysage, ou des miniatures persanes ou des tapisseries médiévales. Aussi beaucoup de Hockney, parce que voilà, pour dessiner la nature, il sait très bien faire des peintures quasi cubistes de la nature. Là où beaucoup de ce que je dirais cubistes ou expressionnistes, c'est ça, on connaît mieux des scènes de ville. Du coup, pour Les Noceurs, l'ambiance est plus Georges Grosz ou des trucs comme ça. Mais Hockney sait très bien faire du cubisme de campagne, lui. Je l'ai beaucoup regardé. Et même, je me sens toujours très lié avec lui. J'ai comme l'impression que c'est haut niveau, mais pas très compliqué, d'une manière, ou que j'ai pas l'impression qu'il raconte beaucoup de théories très conceptuelles ou intellectuelles sur ce qu'il fait. Des autres le font sur ce qu'il fait. Mais lui-même, j'ai l'impression que je raisonne beaucoup avec son truc de... il y a encore mille autres manières de dessiner l'eau, de peindre l'eau. Je vais continuer à tenter. J'ai encore une idée pour comment peindre l'eau. Tu vois, c'est pas du tout intellectuel. C'est pas ça parle de la relation du peintre à sa galerie. Non, c'est genre de l'eau. Et là, je bavard trop, mais il y a même un lien avec pourquoi tome 2 prend aussi longtemps. Je suis en train, depuis pas si longtemps, à nouveau dessiner des planches pour ce livre au lieu de juste restoryboarder. Donc j'étais en train j'étais à l'atelier et je me rendais compte que j'avais déjà passé 4 heures sur 8 cm de BD, on va dire. Juste, on est en mer, il pleut très fortement sur l'eau de la mer, et du coup je me perds dans les manières de dessiner des gouttes d'eau qui tombent sur des vagues. Donc on a un volume et machin, on a des trucs. Et comment le peindre de manière qu'on sent et on entend presque les gouttes tomber. Et puis je me rends compte, il est temps de déjeuner. Et j'ai fait un quart d'une planche, d'un livre qui doit être 300 planches, sur lequel je suis en train de réécrire depuis presque 3 ans. Donc
cette réponse contient un peu le truc de pourquoi je peux dire que je bosse tout le temps sur tome 2 et que je prends énormément de plaisir et que ça peut pas être mal du coup d'office, mais que je peux pas faire beaucoup de promesses sur quand ça va être fini, sortir. On est prévenus alors. Ouais. Eh bien, intéressons-nous à la manière dont a été fait le tome 1, peut-être avant de savoir où va le tome 2. Moi, je voulais peut-être qu'on se recentre un petit peu sur le repère de la Méduse, qui parle notamment de votre pratique de la lithographie. Alors, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la lithographie, déjà parce que c'est pas évident pour tout le monde, et comment vous avez découvert cette technique-là. Donc, lithographie, peut-être parlons d'estampes. Estampe, c'est un mot qui contient aussi des choses comme gravure, bois. Je crois que tout le monde comprend plus instinctivement ou plus facilement ce qu'est gravure en bois. On comprend que ce qu'on fait, c'est une sorte de tampon, en fait. Non, on grave, on crée un relief, et du coup, on crée quelque chose qui peut être imprimé. Donc, comme si on faisait un tampon avec une pomme de terre, quoi. C'est le même principe. Et le litho, comme je le fais le plus souvent, mais je fais aussi gravure bois, mais les estampes que je fais le plus souvent sont un procédé un peu plus technique, avec des plaques aluminium, avec des... moi, je mets de l'encre sur des calques transparentes, il y a quelque chose avec de la lumière, mais le résultat est une plaque en métal qui est comme une plaque bois gravé, en tout cas, c'est un tampon, en gros. Et le plus souvent, souvent je le fais avec des couleurs superposées. Du coup, je fais quelque chose, je le peins en noir, mais on crée une plaque qui va imprimer une couleur spécifique. Je fais un autre dessin, on pourrait dire, un autre ingrédient du dessin sur un autre calque, une autre plaque qui va être imprimée en bleu. Et du coup, là où le bleu et le jaune se touchent, ça va être vert. C'est ce principe-là. Il y a des transparences couleurs qu'on voit souvent dans mon travail de peinture directe, dans mes planches typiques, on va dire, que je fais avec beaucoup d'encre au pinceau direct. Donc litho, c'est toujours superposition d'encre, souvent transparent, mais plus cérébral, quoi, plus de méthode, plus d'anticipation. Oui, il faut plus planifier et prévoir. Et je prends beaucoup de plaisir à être en fait là, à dire non, presque comme jouer aux échecs, là non, ça serait dommage parce que si je fais ça, je peux pas plus tard faire ça. Et en fait, ça revient encore peut-être aux raisons pourquoi tome 2 prend. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des planches en lithographie dans Le Roi Méduse. Alors ça, vous le faites dans l'atelier de Michael Woolworth, donc à Paris. Vous n'avez jamais eu de scénariste, vous n'avez jamais travaillé en collectif. Là, c'est le cas, peut-être dans son atelier. Qu'est-ce que ça vous amène d'avoir un regard extérieur sur ce que vous faites ? Je cherche davantage le regard extérieur du travail en cours dernièrement. J'ai beaucoup d'aide. J'ai enfin un peu de routine à inviter mon éditeur français, parce que j'habite en France, j'habite à Paris, de s'y mêler. Ce qui est la 4e raison pour laquelle le livre prend autant de temps. Parce que on verra à la fin combien il y en a. Ouais. Il a beaucoup d'avis, des choses très intéressantes. Il me dit des choses, il dit... Mais sinon, c'est très bien, c'est presque fini, non ? Il dit, non. Ça, ce que tu as dit, je sais que ça va me relancer 1 mois de plus, ça c'est 2 mois de plus, ça c'est 3 mois de plus. Mais oui, j'ai remarqué que je profite beaucoup de quelques lecteurs bien choisis. On a beaucoup sauvé des défauts de scénario dans les derniers mois de finir Roi Méduse 1. Voilà. Donc j'ai gagné une appréciation pour ça, que j'amène du coup, qui me pousse à faire beaucoup plus de storyboarding. Il y a découpage, c'est le meilleur mot, je crois, non ? Mais scénarisation visuelle du tome 2. Ok, très bien. Et mais vous m'avez pas dit en fait si les gens de l'atelier vous aident à apporter quelque chose d'autre sur votre travail. Oui.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Oui, Michael Woolworth, il va venir dire ouais, ça c'est un peu timide là, ce que tu fais là. Donc, lui il va surtout avec ses propres envies. Mon lithographe là, Michael, il connaît pas, il s'en fout un peu de tous ces scénarios et ces histoires, on dirait même. Il veut juste des bons défis pour un lithographe. Il veut que je mélange plein de textures et des choses, que je fais des choses complexes. Qui lui donne du fil à retordre, quoi, des calories pour son travail à lui. C'est ça, c'est un défi pour lui aussi. Et comment vous choisissez, du coup, quelles lithographies vont dans le livre? Est-ce que ça aussi, c'est un choix très très long et qui explique aussi pourquoi les tomes prennent du temps? Donc, quand j'y vais, presque toujours, c'est pour faire une planche de BD quand je vais dans l'atelier lithographie. Donc j'y vais avec l'intention de faire une certaine planche que je suppose être nécessaire. Non, donc normalement tous finissent dans le livre, sauf si un moment de rédaction plus tard fait sauter une planche. Donc normalement tout ce que je fais est utile dans l'idée. Ouais. Donc c'est pas une pile de lithographie dans laquelle je choisis ce qui va être dans le livre, parce que je tente de ne pas produire plein de choses finies. Enfin. Et pas les publier. Très bien. Ok, parfait. Donc parlons un petit peu du roi Méduse. Alors c'est un livre vraiment très étonnant, plein de faux semblants, où on suit un petit garçon qui s'appelle Arthur et la relation avec son père. Un père qui a peut-être plein de secrets, enfin on ne sait pas, on a l'impression qu'il cache quelque chose. Je trouve que même le titre est très énigmatique, le roi Méduse, parce qu'on ne sait pas exactement qui est le roi. Méduse, je vois plus, parce qu'il y a un thème marin qui traverse vraiment toute l'œuvre. Il est question de bateaux, il est question de pirates, il est beaucoup question de fruits de mer. Je trouve que ça participe à l'effet de récit épique. J'ai l'impression que c'est un grand roman, oui, on peut dire un roman d'aventure, une histoire épique. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça? En tout cas, tout se passe dans le point de vue d'un garçon pour qui c'est nécessaire de se voir comme un personnage dans une grande épopée. Son père aussi, à toute évidence. Son père a cette chose assez comme un petit garçon, d'avoir besoin faire partie d'une grande lutte héroïque. Donc, ça invite à utiliser tout genre d'imagerie, d'épopée et d'histoire héroïque, et de fantasy, mais sans juste limiter. Je veux dire, ça donne à moi, ça m'invite moi, le dessinateur, à inviter toute cette imagerie, mais en destillant, en trouvant l'essence de toutes ces choses, idéalement. Et souvent, ce que je trouve comme essence, c'est quelque chose qui va dans la direction des jeux de société, des choses comme ça. Tu pourrais penser à Game of Thrones, mais en fait, au fond, déjà il y a game dans le titre, tu ramènes ça, tu finis avec quelque chose un peu comme un jeu d'échecs quand même, avec des petits soldats sur une table. Aussi, on dévire, mais ce que j'aime dans Game of Thrones est le générique qui montre, oui, qui est comme un jeu de, comment on dit, de plateau, jeu quoi, de société. Ouais, c'est très appuyé ce truc. En gros, c'est une sorte de petit bricole qui est fait par un mec. Toute cette histoire. D'accord, donc le récit épique, il est distillé, réduit au jeu de société en fait. C'est marrant. Ouais, genre un jeu d'échecs où il y a des noirs, il y a les blancs, et dans l'histoire, il faut les bons et les méchants. Ce qui est le cas pour le vu du monde des complotistes souvent aussi. Forcément, tout ce qui va mal est la faute de certains méchants. Hein. Et ça, il est très rassurant parce qu'ils peuvent être aussi puissants que ce soit. Au moins, on sait ce qu'il faudrait faire, en théorie. On connaîtrait la solution. Il faut tuer les hommes lézards. Mais le complotisme, c'est justement une des composantes de l'album, puisque le père se pose des questions, parle de gens qui s'appellent des dirigeants, parle de gens qui s'appellent des alliés, enfin parle d'un
une société secrète. Et en fait, c'est un thème très actuel, le complotisme, dont on parle beaucoup dans les médias. Donc je me demandais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de l'avoir entendu à la radio, à la télé, qui vous a donné envie de le mettre dans l'album? Et est-ce que vous êtes documenté sur cette population? Comment ça s'est passé? L'envie du livre vient... enfant, je faisais pas mal d'histoires un peu fantasy, épopée ou des parodies de tout ça. J'étais très trempé dans une culture de geek, de heroic fantasy, tout ça. Puis on grandit, j'ai pris mes distances. Puis plus tard, j'ai fait une bouffée délirante pour des raisons de prise de drogue et machin truc. J'ai fait un épisode dans lequel j'étais paranoïde. Du coup, c'était une version très rigolo de ça, d'une psychose, parce que voilà, on voulait pas tellement me tuer, on voulait me couronner roi du monde. En gros, on me trouvait génial. Il fallait juste composer avec toute cette adoration. Mais en tout cas, ça faisait tourner ma fantaisie à 100 l'heure. Mais d'illusion, parce que toute cette fantaisie était des choses qui étaient vraies. Les sectes ou les sociétés secrètes qui m'épiaient et tout ça, c'était intéressant. Du coup, j'ai été un petit peu comme le père à un moment, et ça m'a donné un lien personnel avec des choses un peu ésotériques qu'il peut y avoir, ces drôles d'idées sur l'alimentation qu'il a. Et tout ça s'est passé en 2013, et c'est avant que le complotisme est entré dans l'actualité, depuis 2016 surtout, je pense, hein, le début de Trump. Et c'est là où, à un moment, je me suis dit, ah ben, tout le monde parle de ça maintenant. Il faut que je me grouille de finir ce bouquin. Avant que tout le monde fasse ce bouquin. C'est plutôt que c'est devenu actuel, et du coup, j'ai entendu des conversations intéressantes à ces sujets. Par exemple, ça faisait le moment que je dessinais des choses, une imagerie de jeux de société et tout ça, avant d'avoir entendu un spécialiste du complotisme parler du ressemblance entre comment on dit, la vue du monde, l'imaginaire complotiste et les jeux. Que le plaisir, enfin la raison qu'ont les complotistes pour penser ce qu'ils pensent, c'est comme le plaisir qu'on a à apprendre à maîtriser un jeu. C'est que le complotisme, il y a beaucoup d'histoires, il y a presque un peu d'anecdotes, mais en gros, si tu lis assez, tu peux comprendre le sujet entier. En gros, tu peux comprendre tout. Et mieux comprendre que les autres gars qui vont du coup t'admirer parce que toi, tu connais ton truc et tout. Voilà. C'est jouable, c'est littéralement jouable, quoi. C'est faisable comme un jeu, même s'il faut beaucoup d'efforts. C'est pas comme le vrai monde où tu peux jamais comprendre le monde. Moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes un visionnaire, du coup, si vous avez vu arriver le complotisme. Non, juste quelqu'un qui a eu des visions parce qu'il avait jeté ses antidépresseurs à un moment où il fallait pas, ou pris un truc. D'accord, bon. Vous n'acceptez pas le compliment, mais d'accord. Passé, j'imagine. Je trouve ça très intéressant. Ça a été guéri, hein, tout ça. Parfait, je suis ravie. Je trouve très intéressant que vous parliez du jeu. Je me demandais si le livre lui-même n'était pas une énigme en lui-même, et surtout s'il y avait une clé. Est-ce qu'il y a une clé à trouver là-dedans? Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait nous comprendre, de comprendre l'ensemble du projet? Est-ce qu'il y a un moment clé? Il va encore falloir que je le fasse au dernier moment, je pense. D'accord. Dans ce cas-là, à un moment, donc, le livre se lit comme l'histoire se lit comme un peu comme en partie comme une histoire de mystère, je crois, un peu, non, comme un détective. Ouais. Mais j'avais déjà commencé à écrire quand j'ai lu comment Agatha Christie faisait une description de comment Agatha Christie écrit le mystère.
sachant qu'elle en faisait plusieurs par année. Non Ouais. Et donc, elle commençait avec la solution et construisait son labyrinthe autour. Oui, Ça, c'est logique. une bonne méthode. Bah, moi, j'ai Construisez le par labyrinthe. Et ça fait depuis 18, 19 que je suis dedans, moi, dans ce labyrinthe. Vous voyez la sortie? Wow. Mais il a changé quand même déjà. La sortie a déjà changé de place. Le chemin a déjà changé. Parfois quelque chose qui me semblait puissant ou juste commence à avoir l'air un peu cheap avec le temps. Pas en faisant rien, hein, juste en travaillant des autres scènes, en affinant une autre scène, en allant dans le, je suppose, dans le microscopique de est-ce que ce personnage dirait vraiment ça? Non, en fait, parce que je ne crois pas vraiment à ce genre de choses. En fait, c'est une caricature et du coup, je finis par dire mais ça veut dire que je change le fin de tout. J'apprends sur. Je deviens plus opinionné ou c'est un métier ou presque on pourrait presque dire comme si le hobby m'oblige à développer en vue du monde. Voilà. Parfait. Bah alors peut-être qu'on peut s'interroger maintenant sur le tome 2. Alors il faut quand même dire, pardon, c'est le moment un petit peu négatif, mais ça dure. Oui. Non, mais en 2024, vous annonciez que vous faisiez paraître Le Roi Méduse 1 et le tome 2, c'était censé être un diptyque, dont le deuxième tome devait paraître en 2024. Or, nous n'avons pas eu de tome 2 et ce n'est plus un diptyque. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un de votre maison d'édition disait que ça posait problème pour la tranche qui était censée... J'ai passé du temps à dire, je veux vraiment que les gens comprennent qu'il va y avoir 2 livres du même épaisseur. C'était censé être l'autre moitié du petit garçon. Et là, ils vont comprendre, non? En plus, et je mets la moitié, du coup, tu vas compléter comme une sorte de médaillon, une loquette. Ouais. Oui. Non. Et non. Voilà un nouveau casse-tête. Je me suis bien eu, moi. Ouais. Il va être comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Voilà. Et donc, j'avais pas mal de planches. En gros, quand on me demande comment ça avance, souvent sur le tome 2, j'ai eu tendance à dire, plus dernièrement, parce que ça change dernièrement, mais que c'est de moins en moins fini. Parce qu'au moment du sortie du tome 1, j'avais peut-être 60 planches finies du tome 2, mais depuis que je retape le scénario, enfin du reste du livre, ce qui est maintenant tome 2 et 3, bon, ils vont plutôt sauter que... Les 60 il y a planches juste des planches qui disparaissent, ouais, plutôt qu'inversement, que c'est rajouté. Mais dernièrement, il y en a qui se rajoutent. Mais oui, j'avais dit qu'on avait rendu beaucoup plus intéressant le tome 1 dans les derniers mois de travail, où j'ai vraiment commencé à inviter, par exemple, mon éditeur ou mon soi-disant traducteur, Vladimir, qui est plus comme un rédacteur, si c'est le même mot en français. Oui. Quelqu'un qui donne des suggestions scénaristiques aussi, ou de langue. Bref, on a rendu beaucoup plus intéressant. Et du coup, comparé à ce qui était devenu tome 1, ce qu'il y avait en place pour tome 2 était un peu plat, un peu cheap encore. On commençait à travailler sur ça et après quelques mois de ça, j'ai commencé à sentir ma solution à un problème est souvent de rajouter plutôt que d'enlever. Donc le fait que ce soit une trilogie... ça s'est fait sentir après quelques mois. Comme ça. Et je me suis rendu compte que là, on était donc en 2024, je pense, non? Et que peut-être ça va être un projet qui va prendre 10 ans de ma vie et et je serai OK avec ça. Tu vois, peut-être que ça sera... souvent, les auteurs, ils ont quand même un peu un truc avec lequel ils sont associés. Ça va être peut-être le mien, ce truc. J'ai cet âge un peu où souvent où mon père dit c'est là où j'étais le plus intelligent, c'est l'âge que j'ai maintenant. Donc je dis bon, ouais, alors donnons tout ce qu'on a, c'est peut-être maintenant, ça va être peut-être un peu le truc.
Et après, je me remotiverai pour des trucs, évidemment. Mais autant donner 100% de ce que j'ai. Pour toute la trilogie. D'ailleurs, je disais ça, maintenant on est en 26, et j'ai commencé en début 19. Donc on en est à 7 ans. Donc même quand je dis que ça va me prendre 10 ans de ma vie, on y est, en presque. réalité, Ouais. voilà, Peut-être c'est plus. encore ambitieux. Alors, vous nous avez fait parvenir un PDF de votre travail sur le tome 2. Voilà, ça c'est la première, c'est le projet de... la couve est finie de depuis un couverture. moment. La couverture est Je finie. n'ai pas pu me retenir. La couverture est finie. Bah, elle est très intéressante puisque dans le tome 1, on avait un jeu de cartes. Ici, on a une sorte de jeu d'échecs. Ouais, un autre truc de jeu iconique comme ça, le plateau, quoi, si c'est Ouais, le mot. et puis très graphique. Le jeu de table, ouais, tout à fait. Ok. On comprend instinctivement. Donc, litho. Ah, très bien. Et je sais pas, c'est un des lithographies, un estampe où on voit peut-être fort en action l'esthétique de la superposition, je pense. Je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer là tout de suite maintenant. J'ai très exprès fait des figures dont le contour touche quelque chose qui continue d'être exactement la même couleur. Ce qui, faire des aplats nets marche beaucoup mieux en impression qu'en peinture, où tu vas typiquement avoir un peu des taches, où on va voir un peu mieux quel chemin a pris le pinceau. Bah là, je crée tout ça au pinceau, mais avec le truc d'impression, on ne peut plus trop voir. Bon, c'est une façon complexe que je suis en train d'improviser, d'expliquer ça, mais ça donne un certain genre de mystère à cette image, je crois, où il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite, puis quand on les voit bien. Bref. On peut peut-être avancer un petit peu sur le... Oui, il y a de quoi. Ça avance tout seul, parfait. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez commenter cette planche-là, elle me semble finie, celle-là, pour le coup. Et après, on verra je crois que c'est vos expérimentations par la suite. Oui, en fait, je vous ai envoyé un peu au dernier moment un PDF où je me suis amusé un PDF qui explique un peu ce qui se passe depuis 3 ans. Le PDF qui explique pourquoi ça dure. Et c'est un PDF de genre, je sais pas, 50aine d'images qui montrent 45 images qu'on ne peut pas tout projeter. Dans le tome 2. Donc il y a 3 ans, ce que je faisais lire à Vladimir et Thomas, mon éditeur, ceci était un moment où nos 2 protagonistes, Arthur et Anemone, quelque part au début du livre, reconnaissent quelqu'un. Ok. Glycine. Il reconnaît quelqu'un. C'est tout. bah, cet moment continue d'être existé dans ce livre, mais c'est devenu, ça a pris tout genre de forme baroque, puis redevenu simple. Ça, disons, j'ose le montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose de spoil là-dedans. C'est un simple petite chose, passage. Mais voilà, qui a pris plein de formes dans les dernières 3 ans. J'ai même mis les dates en bas. Genre, donc c'est fini depuis 5 ans. Ça, c'était fini il y a 5 ans. Ouais. Donc ça avance finalement. Et donc ça, c'est votre choix final. Et donc non, pardon, ça c'était ce que c'était il y a 5 ans. Ah d'accord. Et, okay. Et du coup, alors comme je dis, voilà, ils arrivent devant le petit port qu'il y a sur l'île d'Asselt, et je vois quelqu'un. Tu connais? Je connais pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah bon? C'est pas très bon. C'est pas au niveau. Voilà. Et du coup, il y a des autres trucs comme, enfin, voilà, ça fait partie de ce qu'il y avait à résoudre. C'est plat, quoi. C'est nous sommes là et maintenant il y a ce truc et tu le connais pas? Non, je le connais pas parce que c'est comme. C'est genre, ça, c'est à la fois vite et lent. C'est exposition, on dit en français aussi. Genre, on a besoin d'expliquer un truc pour que le lecteur comprenne, puis ça et machin truc. Et c'est, on entend gratter le stylo, comme on dit en flamand. C'est très bien comme expression. Et même visuellement, je sens une sorte de fatigue. Peut-être que j'avais à un moment, je commençais à aller un peu pas bien à l'époque et tout. Et il y a quelque chose d'un peu
un peu mou dans le dessin, là aussi timide, un peu jouet. Par jouet, je veux dire quand les formes deviennent un peu molles et monotones, quand il n'y a plus vraiment de fortes décisions. Qu'est-ce qui marche dans ce dessin encore? Je crois que réflexivement, ces roues et ces planches qui sont mis en noir un peu, ça continue de me plaire, mais sinon je sens une mollesse. C'est une... j'ai voulu faire bien avec la simplicité, ce qui peut être une bonne solution, la simplicité, mais c'est une, comment on dit, une sorte de pont qu'on fait descendre Pont-levis. Pour passer une fosse. Bref, mais c'est pas mieux que la réalité, quoi, on va dire. Enfin, ça rajoute pas, c'est pas très visionnaire comme dessin. Quoi. Mais il faut que ce soit mieux que la réalité. On est en compétition, hein, on va, si tu veux, avec la littérature et le cinéma. Ça c'est pas. C'est pas assez. Enfin, c'est pas une victoire pour la BD. Ça, je pense, pour ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir les étapes préparatoires, justement? Donc ça, c'est depuis après de petits croquis pour. Ça, c'est du crayon gras, pastel. En fait, non, c'est juste des dessins ultra petits. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que j'oublie souvent, mais que parfois je me souviens que quand on veut une bonne composition, un mot composition, il y a longtemps je ne comprenais pas ce que ça veut dire. C'est une sorte la force des formes, une sorte de tension. On dit aussi qu'on des lignes. Ça sonne un peu trop abstrait dit comme ça, mais on le sent quand on le voit. Pour faire des bonnes compositions puissantes, il peut être bien de dessiner très petit. Et puis éventuellement gonfler cette image d'une manière ou autre et respecter les décisions qu'on a prises en petit. Alternativement, si tu travailles sur un grand format, prendre un très gros pinceau. En gros, c'est une question de proportion du utile aux surfaces. Donc des dessins mous se font souvent quand quelqu'un utilise quelque chose de très petit sur une grande surface et c'est comme faire quelque chose d'invisible. Bref, technique. C'est du coup de reconnaître ce personnage. Déjà dans le tome 1, ça parle pas mal de perception et tout. Du coup, on va pas juste faire. Et je reconnais ce gars avec mes yeux. C'est un peu. J'ai reconnu une voix et j'ai mon entraînement de écolocation et voilà. Il a été entraîné pour ce job, de tout ce truc qu'il va faire dans le tome 2. Quoi. C'est son moment d'être le héros entraîné. Du coup, c'est par juste, son père. C'est dommage. Du coup, voilà, il y a aussi une puissance de dessin et tout. Des petites notes. Pas deux yeux. Pas de nez. Gouttes sur le visage. Des petites notes pour rendre ça un peu plus riche. Ok. Je pense qu'on peut continuer. Ah oui, aussi, j'ai commencé à faire pas mal de choses. Dans le tome 1, on parle de palais de mémoire, je crois. Ça s'appelle. Oui, palais de la mémoire. Le fils a une technique pour se rappeler des choses en les plaçant dans un espace dans sa tête, un espace mental, pour savoir, par exemple, comment ses camarades étaient habillés ce jour-là. Exactement. Il les replace dans un carré dans sa tête. Et j'ai commencé à donner une place à ça dans le livre, où quand il tente de se souvenir de quelque chose, on le suit dans un royaume intérieur un peu plus baroque que ce qu'on aurait peut-être imaginé. Voilà, ça a pris une piste comme ça. J'ai travaillé sur de très belles images dans le genre. Voilà, il y a 2 ans. Tout ça a sauté depuis. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais. C'était beau tant que c'était dans mon storyboard. C'était une belle idée. À un moment plus tard, j'ai décidé que en fait, il y a certaines très belles choses qui bloquent la vue sur des autres plus belles choses. C'est comme ça qu'on peut expliquer le principe qu'on appelle en anglais kill your darlings. C'est genre tu tes chéris, enlève des choses que tu aimes mais qui font obstacle en fait à quelque chose de plus important. Et là, ces scènes-là que j'ai affectionné pas mal.
le problème narratif ou scénaristique, c'est qu'il nous sortait de l'action présente et essentielle du livre pour aller développer davantage une idée du premier tome. Voilà. Ok, très bien. Bon, on peut continuer, je pense. Peut-être un peu. Moi, il y avait une image de personnage en forme de Rubik's Cube un peu là qui m'intéressait. Je ne sais pas si on peut. Alors ça, déjà, ça m'intéressait là, ce blablabla. Oui, blabla encore à spécifier. Voilà. C'était genre, il va dans son palais de mémoire, dans l'aile du son, genre le parti audio de tous ses souvenirs et tout ça. Donc nous serions dans un monde très tout possible représentation du son et que il a reconnu une voix, mais il doit la retrouver tout en entendant tout ce qui est dit dans les rues autour et machin. Voilà quoi. D'accord, intéressant. Aurait été intéressant, mais n'a pas été gardé non plus, c'est ça ? Ouais, je compte faire quand enfin ce truc sort, ce tome 2, je compte intégrer dans une expo pas mal de ce matériel-là, ce matériel de processus, parce que comme je fais pas mal d'allers-retours avec une imprimante et mon storyboard, parce que tome 2 actuellement c'est ça, c'est là-dedans. Je travaille la plupart du temps à main sur papier, mais dès que ça commence à être bordélique et plein de choses collées, cochées, je scanne, je nettoie un peu digitalement, je réimprime, mais du coup chaque fois j'ai une sorte un backup physique de ce que j'ai fait dans le passé, un pile qui commence à faire comme ça de papier, qui sont des sortes de pseudo-dessins. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous vous baladez avec votre classeur, votre sac de brouillon. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, et là aussi, il y a une photo. Je ne sais pas si c'est une photo, en fait, une espèce de table de son. Je colle parfois des photos, des choses dedans, style comme ça, je les ai, je me débrouillerai plus tard pour mon interprétation et tout. D'accord. Okay. Ou pas, puisque c'est non. Ah oui, ça peut faire partie de Kill Your Darlings. En tout cas, un truc qu'on voit beaucoup, c'est ce truc de sensoriel. Ici, donc palais de mémoire, mais au lieu d'être dans une abstraction où on trouve une abstraction du truc, machin, on va dans une vraie souvenir concrète. On revient dans le tome 1, la visualisation du palais de mémoire, c'est un cube Rubik finalement. Exactement. Et je trouve autant garder cette idée qui n'était pas si bête au lieu de remplacer ça avec un truc baroque. Donc revenir à ça, mais du coup, genre, voilà, on retourne, on a un flashback qui commence un peu avec une esthétique de cube et qui devient une belle petite scène qui a sauté aussi. C'est totalement, vraiment, du coup, on verra que des inédits là. Est-ce qu'on peut continuer ? Ouais. Et parce qu'après, le Rubik's Cube, il devient une sorte de personnage, et ça m'intéressait de le voir. Cette scène devient plus travaillée, tout ça c'est croquis, mais croquis quand même. Dans le passé, j'aurais normalement jamais fait pour mes livres anciens, inclus le tome 1, j'ai jamais fait des travail de préparation comme ça, des croquis couleurs détaillés, machin, comme ça. Mais je le fais fur et à mesure. Je suis tout le temps en train de voyager dans le storyboard. Je fais pas tout ça d'un seul coup. Tu vois, c'est comme on peut un peu voir dans ces PDF. Je rajoute un petit peu des choses, je corrige des choses au fur et à mesure. Et donc là, on a Hasselt, évidemment, donc A-C-E-L-T. J'imagine que c'est une allusion à Hasselt, votre ville de naissance. Ouais, mais je pense que vous êtes le premier Français à la remarquer. À la voir. Une petite voilà, jeu d'énigmes, j'en aurais résolu une. Voilà. Oui, exactement. Oui, c'est très bien. Oui, puis donc ça a sauté, ce truc de souvenir. Et puis la scène a changé de place dans le livre. Il retrouve ce gars de cour. Il suit le son. Arthur suit le son de sa voix. Du coup, il ferme les yeux. C'est un peu un typique truc d'Arthur, c'est d'être tellement aimé sa méthode qu'il oublie de s'occuper d'autres choses très essentielles. Du coup, il
il finit avec son parapluie dans l'œil du gars qu'il cherche parce qu'il est en train de suivre le son et sans utiliser ses yeux, il rentre dedans, en gros, dans la personne qu'il cherche. Ok. Peut-être un petit peu plus loin. Ah, voilà. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Là, c'est ce Rubik's Cube qui a donc la tête du personnage qui rencontre. Ouais, donc tout ce qui était le palais des mémoires et machin, ce qu'on a vu, il en reste juste le truc Rubik's Cube, comme ça, avec peut-être... dans ce truc, une toute petite scène pour les lecteurs maniaques qui vont sortir une loupe, mais bon, qu'on sache qu'il n'y a pas besoin de passer par là. Ouais, voilà. Un petit dialogue. Donc, oui, sur la même planche, le souvenir et lui qui le retrouve et qui le heurte avec son parapluie. Parfait. Je pense qu'on peut avancer comme ça, parce c'est bientôt la fin, ouais, je pense. Pénurie de pommes. Voilà. Oui, parfois je dis, ça mérite quand même une page, etc. Tout ça. C'est très manuel, tu vois, c'est très... c'est souvent moins propre que ce qu'il y a dans... parce que toutes ces images sont un petit peu nettoyées à l'ordi avant de réimprimer, mais souvent dans le storyboard, les choses sont devenues très... je ne sais pas comment dire, copier-coller, coller, découper. Littéralement. Avec des étiquettes, j'ai commencé à utiliser. Genre, depuis 3 ans, le Office Depot, des choses comme ça. Le bureautique, c'est ma passion. En fait. Ouais. Je pense pour ça que j'ose faire du collage dernièrement. C'est parce que j'ai tellement fait du couper-coller tout le temps pour la BD. Ouais. Que je n'ai plus peur des ciseaux et du colle et tout ça. Et vous pourriez l'intégrer dans une BD, le collage, la technique du collage ? Probablement, mais là je suis en train de quand même retourner au pinceau et machin. Aux bases. Ouais. Ok. Et pour des raisons pratiques, je crois aussi, parce que pour faire collage bien, il faut travailler assez grand format, je trouve, pour faire le genre que j'aime. On verra. Okay. Dans une semaine, ça peut changer. Ouais, je peux expliquer. Alors, tout ça a changé encore. Oui, en fait, donc je réécris cette scène. Là, on est tôt, enfin, c'est récent, là, février 2026. Ouais, là, on est presque à son état actuel. Pratiquement. Mais par exemple, j'ai retravaillé cette chose. Il retrouve le gars, il suit ce petit dialogue. Il suit donc Glycine, le personnage reconnu par Arthur. Il est en train de gronder en serveur ou quelque chose. Je redessine, je change des idées sur comment mettre en image cette scène. Du coup, en faisant ça, je revois ce dialogue, je le revois 20 fois, 200 fois, jusqu'à que je finis par me demander « Ouais, mais quel intérêt, en fait ?» Ce dialogue, alors qu'est-ce que je veux raconter sur ce personnage? Que c'est un connard? Ou est-ce que j'ai pas envie, là, de passer, genre, là, je suis dans le métro. Je vais penser un peu, est-ce qu'il n'y a pas une raison, genre, pourquoi il parlerait comme ça? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il est devenu, en fait, depuis quand on l'a très vite vu dans le tome 1, qu'est-ce qu'il cherche? Et de là viennent des autres idées qui changent, qui me font réécrire la scène de base, où quand on le retrouve, il est en train de faire quelque chose, pas juste... Enfin, voilà, il a vécu une évolution depuis. D'accord. Et je pense que voilà, on arrive bientôt à la fin. On arrive à la fin de ça, on tombe sur... Voilà, et on revient au parapluie. Il dit quelque chose comme... là, c'est Arthur qui dit... Oui, aussi, ce qui a changé, Arthur ne le trouve plus du tout. Notre protagoniste, il ne trouve pas... Il est tout le temps en train de chercher des gens, mais... Et il ne trouve plus le personnage qu'il trouvait dans la première esquisse. Non, là, il est heurté par une porte par laquelle sortent plein de sosies du personnage. Qui, visuellement... Donc, des gens... Bon, ça, c'est visuel, hein. Des gens sortent de l'espace, mais je veux le dessiner comme si c'était des parachutistes. Il pleut tout le temps dans le livre, comme si c'était des parachutistes qui sautent d'un avion. C'est pas très important, mais dans l'ambiance du livre, ça marche.
Le narrativement plus important de ce changement de scène, c'est que quand on rencontre ce personnage, il vient d'avoir donné une sorte de séminaire à plein de gars qui lui ressemblent. Donc il a en fait lui-même monté un peu son propre petit culte, propre petite secte, en quelque sorte. Mais un peu de workshop finance, une version plus crypto bro, machin, de ce qui est le père d'Arthur. Mais en gros, il a lancé son propre truc. Sa propre société, propre société secrète. Mais c'est bien, Crypto Bro, là aussi, on est en plein dans l'actu. On est passé du complotiste au Crypto Bro. Non, mais c'est quelque chose comme en fait, je pense que j'avais d'abord pensé, mais maintenant, il s'est fait implanter des cheveux. Genre, pourquoi Arthur pourquoi elle doit le reconnaître sur le son? Parce qu'il a visuellement changé. Il était chauve. Maintenant, il a des cheveux, ce qui fait très histoire d'espion, en quelque sorte. C'est comme si quelqu'un porte une perruque. Mais c'est peut-être pour ça que je dis, il s'est implanté ça. Et du coup, il veut se distancier de son passé parce que lui-même, il devient... Il a des suiveurs, des disciples de lui-même. Et puis, voilà, il leur parle de croissance. Ce qui est du coup à la fois la croissance financière et la croissance très bien. Des cheveux. Et ça en est là, plus ou moins. Mais oui, ça fait du coup une pile comme ça de versions de ce qui est 2 pages, en fait. Oui, c'est ça. De ce qui n'est pas encore 2 pages. De ce qui n'est pas encore 2 pages. Mais donc, c'est beaucoup d'étapes pour 2 pages. Et il faut faire ça pour toutes les pages. Si quelque chose de petit comme ça est la meilleure version de ce que c'est, ça dit quelque chose sur le reste du livre. Enfin, j'ai pas travaillé sur cette scène. Tous ces changements viennent à cause d'avoir fait des allers-retours partout dans le livre total et avoir eu des autres envies, priorités. Très bien, parfait. Merci beaucoup de nous avoir fait parvenir ce document très intéressant et complètement inédit, quoi. Moi, il y a aussi une autre question que je me posais sur le roi Méduse, c'est que c'est un récit à hauteur d'enfant, donc Arthur. Et en fait, vous l'avez déjà fait, le récit à hauteur d'enfant, plus tôt dans votre carrière, c'était Panthère. Mais ça avait une teneur vraiment très différente. On suivait une petite fille qui parlait à sa peluche. C'était une autre ambiance. On ne savait pas très bien si cette peluche lui voulait vraiment du bien. Est-ce qu'on peut faire un peu de littérature comparée et savoir comment vous avez abordé ces 2 enfants, pourquoi c'est plus du tout de la même manière? Ou pas, si vous voulez pas. On peut passer à autre chose. Ça, c'est Panthère, donc. Peut-être que dans les 2 cas, je crois que il y a la décision d'avoir un protagoniste enfant a une raison similaire dans les 2 cas, c'est pour le peur qu'on provoque chez le lecteur, je crois, pour l'enjeu. Voilà, l'enjeu. Qu'on a un protagoniste dès le départ fragile. Pour qui on a peur. Ouais, genre où est la personne qui doit lui protéger. Donc ça fonctionne pour Roi Méduse comme pour Panthère. Et puis, est-ce qu'il y a une approche de la psychologie d'enfant ou quelque chose en particulier? Je tente le moins possible. Enfin, je pense que j'ai pas souvent réécrit quelque chose parce que c'est un enfant. Genre, un enfant ferait pas ça, du coup, je vais l'écrire comme ça. J'ai l'impression que c'est automatiquement suffisamment infantile, le personnage. Je sais pas si je dis ça bien, mais par exemple, pour Roi Méduse, pour Arthur, je fais exprès de lui faire parler. Enfin, je vais rarement simplifier son vocabulaire ou des choses comme ça. Parce que je me dis, il a beaucoup eu le nez dans des encyclopédies, et en plus, il aime bien montrer quand il connaît un mot et tout ça. Et
que ça viendra tout seul, je pense, ces trucs enfantins. Ce qui, en plus, maintenant que j'en parle, je pense, si je retourne dans ma tête, quand j'avais 10 ans, je ne me voyais pas particulièrement enfant. J'ai l'impression, voilà, j'étais mon propre intellectuel dans ma tête. J'avais un vocabulaire et tout. Quand je ne m'entendais pas moi-même parler, donc je n'avais pas cette vue évidemment enfant qu'avaient les adultes autour. Tu vois. Dans ma tête, j'avais peut-être une voix d'adulte. Tu vois, un peu. Et comme on passe Roi Méduse dans la tête du garçon, voilà, c'est une autre raison pour pas trop tenter de faire attention à ça, je pense. D'accord, très bien. Alors je dis que c'est un récit à hauteur d'enfant, le Roi Méduse, mais il me semble que c'est aussi un récit à hauteur de père, hein, c'est l'autre personnage. Et je me demandais si, quand vous avez commencé ce projet, c'était aussi une façon d'explorer ce que pouvait représenter la paternité, la parentalité. En fait, ça aura sûrement pas été la raison, j'imagine, je sais pas. En tout cas, si c'était la raison, le noyau de Roi Méduse date de 2012 environ, d'un petit paragraphe dans un vieux carnet. Ce qui est avant Panthère, ce qui est avant Psychose et tout ça, j'avais commencé à écrire un petit truc où un garçon raconte son été, comme si c'était un exercice d'écriture, et ce qu'il raconte est assez flippant. Alors, en tout cas, ça a l'air. Il raconte un monde magique, aventure, mais on ne comprend pas. Attends, est-ce que vous avez vraiment un puits avec des serpents dedans ? Est-ce que vous avez un piège pour des cambrioleurs vraiment qui est comme ça ? C'est un peu écrit comme ça. Et là, il y a le noyau, je pense, de Roi Méduse. Donc, dans toutes les toutes premières versions du scénario de tome 1, il y a longtemps, il y avait un piège avec des serpents dans le jardin. Dans l'idée, en tout cas. C'était que, attention, on ne marche pas là, parce que là, il y a le puits des serpents en bas. Ça n'a pas fini dans le livre, mais il y avait cette idée depuis... il y a 14 ans, en gros, du coup. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça fait presque 15 ans que vous y pensez. Où je ne pense pas que j'étais en train de fort contempler la paternité à l'époque. Pas que j'étais tout jeune non plus, mais j'avais 25 ans ou quelque chose, j'imagine. Ouais, je ne suis pas là-dedans. Ouais. Ok, très bien. Je voudrais qu'on dise quand même, parce que l'heure tourne très vite, je voudrais qu'on dise un mot des Rigoles quand même, donc, qui est paru en 2018, qui est un très très beau livre. Je ne sais pas si on a une image des Rigoles. Ça vient, parfait. Les Rigoles, moi, j'ai l'impression que dans votre bibliographie, c'est un livre que vous avez publié après le Travel Book de Louis Vuitton, qui portait sur Paris. Et j'ai l'impression que c'est peut-être cet exercice-là, le Travel Book de Vuitton, qui a ouvert quelque chose pour les Rigoles, pour notamment la représentation de la ville. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça vous a fait réfléchir à la représentation de la ville ? Parce que c'est vrai que le Roi Méduse, c'est pas sur la ville, mais avant, votre œuvre, c'était quand même beaucoup ça, à représenter des cités qui bougeaient, qui pulsaient la nuit, et les gens qui naviguent au milieu. J'ai pas fait beaucoup de livres et c'est pas en train de s'arranger. Oui. Mais il y a eu Les Noceurs, un livre de ville, nuit foisonnante, puis il y a eu Les Amateurs, un livre campagnard, on va dire, puis Panthère en huis clos, puis Les Rigoles, ville nocturne, fête, et puis maintenant une histoire campagne. Donc on pourrait être dans le début d'une labyrinthe, de boucle. Qui pourrait durer. Donc, est-ce que c'est mais Paris ? Je suis tellement long, j'ai eu le temps de livres citadins. Est-ce que c'est Paris dans les Rigoles ? Ouais, plus que toute autre chose, je suppose. Mais en anglais, ce livre s'appelle The City of Belgium. En tout cas, une sorte d'amalgame européen. J'ai vécu un peu à Barcelone, Bruxelles. Paris, Gand, ça c'est là où j'ai vécu. Et puis les autres villes que j'ai visitées, toute cette ambiance
Eurotrash, comme on dit, est là-dedans. C'est un peu l'Europe, je pense. Ok, parfait. Les festivités européennes. Sauf que la différence entre Les Noceurs et Les Rigoles, effectivement, qui sont deux albums qui se répondent, c'est que vos personnages dans Les Rigoles, ils sont quand même beaucoup plus désabusés que Les Noceurs. On voit bien que, je ne sais pas si la maturité est passée par là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus mélancolique à ce moment, au moment où vous publiez Les Rigoles. 6 ans de prise de drogue plus tard. Ah, c'est ça. C'est ça. Ben voilà la clé. Un peu plus blasé et un peu en train de payer le backlash, c'est ça. C'est l'heure de payer les pots cassés. Ok, parfait. C'est ça en fait. Parfait. Et je pense que j'ai plus tellement le temps. Je voudrais vous poser une dernière question. Vous faites des bandes dessinées, certes, mais vous exposez pas mal, vous vendez vos dessins dans les galeries. Moi, je voulais savoir comment vous naviguez, en fait, au moment où on parle beaucoup de la précarité des artistes, comment vous naviguez dans ce monde, comment vous jonglez entre vos différents métiers. Comme métier, mes revenus viennent avant tout de commandes d'illustration. Quand on vient me contacter pour que je fasse une affiche ou une pochette de disque ou des choses plus business un peu aussi. Et ça, voilà, c'est efficace. Je négocie, je tente de négocier durement parce que c'est ou bien ça ou bien ça prend du temps BD, tout ça. Oui, encore une fois. Tome 2. Encore une fois, oui. Donc, il faut que ça paye bien ou je vais faire du tome 2 et voilà, j'imagine que ça payera dans le futur. Il y a un petit peu des royalties de vente, mais je pourrais pas du tout vivre de vente de livres parce que je suis blanc et c'est difficile de vendre des livres en quantité pour payer une vraie vie à Paris. J'habite Paris. Et puis voilà, il y a des petites entrées. Ces lithographies, par exemple, ils sont faits en série, donc il n'y a pas d'original. Bon, je ne vais pas réexpliquer l'estampe, mais ça fait des petits tirages, des choses qui continuent un peu à vendre au cours des années. Donc c'est des petites factures que je peux envoyer à Woolworth parfois. Mais non, je ne suis pas en précarité, moi. D'accord, très bien. Mais c'est quand même important, je pense, de préciser qu'on ne peut pas toujours vivre de la vente de ces livres. Non. Ouais. Oui. Et que en fait, c'est très rare. Dans une garage dans la Creuse. Oui, c'est ça. Peut-être j'exagère. Pas à Paris intramuros. Je sais pas. Ouais. Non, mais... Et pardon, j'ai pas mentionné la vente des planches tout de même. Du coup, Roi Méduse. Il y a beaucoup de planches. Pour le coup. Ouais. pas tous également vendables. Hein, mais il y a eu une exposition à l'époque, une expo vente dans une galerie. Ça me donne un boost. Et puis au cours des années, il continue d'y avoir un peu de ces dessins qui vendent. Donc ça aussi, c'est ce que être passivement, être en train d'encaisser encore. Mais je suis prudent en parlant de ça parce que je fais quand même très attention de ne pas devenir un auteur BD qui fait ses planches avec la galerie dans l'arrière-tête. On pourrait, parce que je sais ce qu'ils vend. C'est des choses où le rectangle est bien rempli, idéalement avec un fond un peu noir peut-être, avec beaucoup de couleurs et des bonhommes, et peut-être des lumières dans le noir, tout ça. Ouais, il ne faut pas que ça devienne il faut Si pas que ça devienne une formule. Pas surtout... voilà, de sacrifier aucune force du livre pour des considérations comme ça. Donc vraiment, ça, c'est séparé de tout profit, quoi. Mais ça marche très bien, ces autres parties du boulot. Du coup, en gros, c'est comme une partie de l'année, je bosse pour payer le reste de l'année. Voilà. Mais du coup, il faut avoir pas mal de bol pour ça. Un petit peu de carrière derrière moi, quoi. Parfait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à... Justement, c'est le moment où on va s'adresser à notre public. Et s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Brecht Evans, vous êtes bienvenus.
toujours sur pourquoi ça prend tant de temps. J'ai cru comprendre que vous étiez mêlé de la traduction du tome 1 en anglais, de Jellyfish. Est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui vous a perturbé de revenir autant sur le tome 1 alors que vous êtes sur le tome 2? C'était ça. C'est une de beaucoup de choses à faire, mais ça n'a pas pris autant de place que ça. Le truc de langue est un peu drôle dans mon cas. C'est plus que... Il n'y a pas de... En fait, le français, l'anglais et le néerlandais sont tous des versions originales, parce que je les ai tous co-écrits, en quelque sorte. Pour sortir le néerlandais, j'ai dû un peu me retraduire une version française qu'on avait considérée définitive, le retraduire en néerlandais, moi. Comme je me mêle à toutes ces choses, je prends encore pas mal de petites décisions, parce qu'il y a des blagues qui sont faites pour exister en français, mais qui ne sont pas dans des autres versions. Et inversement, il y a des petites choses qui marchent dans une certaine langue. Je ne change pas des dessins. Hein. Mais dans les dialogues, il y a quand même pas mal de nuances et des trucs qui sont particulièrement différentes entre langues, parce que moi, je suis là à chaque fois. Genre, un vrai traducteur n'a pas le droit de autant trahir l'original, mais moi, oui, parce que c'est moi. C'est comme avec les peintures, il n'y a que l'artiste qui a le droit de toucher la peinture. Mais non, c'est pas ça qui fait qu'on est des années plus tard déjà. Tu vois, oui, ça a été un truc à gérer. Moi, il y en a eu deux autres. Il y a deux. Merci, c'était très intéressant sur notamment le processus créatif, c'est important. Je me demandais juste ce que vous pensiez de la ligne claire, parce que vous n'en faites pas, et est-ce que c'est parce que vous en avez trop soupé, ou c'est que vous vouliez expérimenter d'autres choses? De la ligne claire Oui. Est-ce que vous voulez peut-être dire juste le dessin linéaire, peut-être? Oui, ah, ok, style Hergé, oui, c'est quand même ligne claire. Oui. Hergé, en fait, il y a un petit peu... Ce n'est pas ma consommation, la ligne claire. Donc cette descendance-là, comme je l'ai compris, il y a Hergé, puis il y a Chaland, des choses comme ça, et puis Joost Zwart vers chez nous, et Vermeulen, qui a quand même l'influence sur moi. Moi, les dernières années, avec grand plaisir, je retrouve un plaisir de dessin linéaire. Les lignes commencent à revenir dans mon travail après long exil, parce qu'en arrivant à l'école d'art, je dessinais linéairement, je dessinais de manière BD, mais mes lignes étaient pleines des petites manières de BD mainstream. Et ça entre, genre... certaines choses de tu fais une tête comme ça, comme quand tu travailles pour Disney, ou tous ces genres de petites manières, il faut les perdre, je suppose, ou c'est que récemment, entre autres grâce aux lithographies, que je retrouve comment m'y prendre pour faire du travail linéaire, ou peut-être plus précisément, ce livre en demande, et je sais un peu quel genre ça en demande. Dans le tome 1, il y a par exemple le schéma alimentaire qu'utilisent le père et fils pour choisir ce qu'ils vont manger. C'est tout un truc qui doit être linéaire, cette sorte, comment dire, une table, un schéma un peu ésotérique et tout, ce genre de dessin linéaire. Mais ça m'a pris, j'ai eu un peu chaud, tu vois, à le faire, de faire ligne, mais genre, reste simple et authentique, reste simple, parce que je sens l'enfeuse de Troyes. J'aime bien, hein, mais il y a toutes ces choses, ils sont encore là, tu vois, Black Sabbath, ils sont là. Et ça me sert pour des autres trucs les lignes simples. Je pense à un dessin là-dedans, qui est encore un dessin inspiré dans le tome 2, pardon, de jeux de société, et qui a un petit quelque chose de presque un peu Hergé, je dirais. Je crois que j'étais pas petit une fanatique de Hergé ou Tintin, mais c'est comme beaucoup de gens, j'apprécie un peu plus plus tard.
Ou comme beaucoup de mecs d'un certain âge, j'ai commencé ces dernières années à regarder beaucoup de documentaires d'histoire. Et du coup, tu vois tout le temps, tu as l'impression de voir tout le temps des trucs RG. Tu vois le roi de l'Hongrie de tel ou tel siècle. Ça, oui. Ouais, ça là, c'est un litho d'ailleurs, oui, qui d'ailleurs, il a déjà été exposé, déjà été vendu quelques fois et machin. Donc en fait, il n'est pas secret. Mais depuis tout ce temps, c'est pour le tome 2 qu'il est censé servir. Et il y a là-dedans un peu ce truc un peu Tintin, je crois, où ça tend d'être aussi lisible et simple que possible. La réponse un peu longue. Bonjour, mais déjà merci pour votre temps et pour l'explication de tout que vous nous avez donné pour cette dernière heure. Moi j'avais une petite question, c'est étant donné que c'est la première fois que vous faites une œuvre en plusieurs tomes et qu'on comprend bien que vous êtes perfectionniste et que vous avez le goût de bien faire en ayant retouché au fur et à mesure des années ce que vous aviez commencé à produire, quel est votre regard maintenant sur le tome 1 ? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai vraiment adoré. Je vous ai découvert avec celui-là et j'ai été époustouflée par toutes les techniques, par la subtilité, dans le fait qu'on ne voit jamais le visage du père, dans le fait de se perdre avec ce regard d'enfant et de choisir ou non de croire au complot ou de garder un regard plus adulte sur la réalité. Et j'adore ne pas avoir la réponse à ces questions pour l'instant. Et du coup, voilà, c'était la question que j'avais. Est-ce que, quel regard vous arrivez maintenant sur votre tome 1 ? En tout cas, c'est la loi. Alors, c'est le truc que c'est la Constitution, on dit. Ça, c'est écrit. Oui. Ça, je peux La plus y table des toucher. lois. Heureusement. Ouais. Mais en tout cas, oui, je sens les effets surprenants de faire un truc en plusieurs tomes, clairement. Et vous dites perfectionniste, je m'aurais vraiment jamais du tout appelé perfectionniste dans le passé. Et maintenant, je me dis que c'est pour ça que j'ai quand même réussi à finir des bouquins. Quand même, j'acceptais avec des défauts que je voyais, je laissais passer. Je fais peut-être un peu moins maintenant. Et de vue sur tome 1, c'est bien. Mais beaucoup dépend des prochains tomes quand même, pour voir si c'est pas... voilà, ça peut pas marcher tout seul. Tout reste à prouver. Voilà. Mais oui, il sera différent du reste. C'est quand même le tome 1, on traverse des années. Il n'y a aucun de mes autres bouquins qui fait ça. Ils sont tous plus dans une action continue. Les autres, Panthère, Amateur, Noceur et Rigole, c'est une seule nuit. Tome 2 va quand même être un peu plus comme ces autres. On est dans une action qui semble être le présent, action continue. Et du coup, j'imagine que tome 1 a probablement un certain goût, une mélancolie avec les années qui passent, quelque chose que ça fait, quelques blancs qu'on remplit, qu'on a moins dans une BD où l'action est continue comme ça. Voilà, mais je ne le regrette pas, tome 1. Ça a le droit d'être, droit d'exister. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis comme ma voisine, je suis une fan absolue. Moi, j'ai tous les livres. et je trouve que c'est tellement touchant, ces histoires d'enfants. On est toujours un enfant dans soi, et puis j'ai plein de petits-enfants. Je suis très émue par la Panthère et par Arthur. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à l'histoire de ce couple, la sexologue et l'ancien flic qui a abandonné les enfants au Portugal. Et lui, il était très complotiste, le monsieur, là récemment. Et il pensait qu'il y allait y avoir un Armageddon. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a un des enfants qui s'appelle Arthur. Mais c'était tout à fait l'histoire. Alors moi, ce que je voulais savoir... Sexologue et un quoi ? Un sexologue, un ancien flic, là, un ancien commissaire de police,
qui ont abandonné des enfants, là, il y a quoi, quelques mois, quelques semaines, au Portugal, sur le bord de la route. Et lui, il est extrêmement complotiste. Il pense qu'il va y avoir Armageddon, etc. Il est très comme ça. Alors, je ne sais pas. D'abandonner des enfants. Le christianisme a commencé comme ça, non, aussi. Et c'est continue comme ça aussi. Le fin du monde était censé arriver vite. Voilà. Là, c'est un peu bon. Alors lui, il aurait pu faire partie de Méduse 1. Moi, je voulais savoir sur la partie un peu plus technique, par exemple, parce que je suis très fascinée par les images, par exemple, de nuit. Et comment vous faites pour faire toutes ces superpositions, parce que c'est gouache et aquarelle, mais il y a aussi du feutre un peu, des fois des genres de Posca, non? Enfin, je voulais savoir ça, et puis je voulais savoir aussi quelle était une journée type de Bryce Stevens. Journée type, ces temps-ci, il y en a, parce que dans le passé, ça aurait été plus difficile, mais maintenant, j'ai une routine parce que j'ai un petit enfant. Du coup, je l'amène à la crèche en vélo. On a déménagé, mais pas encore de crèche, donc je vais loin. Je crève un pneu au dernier moment, je le dépose là, puis je descends à l'atelier et je tente de foncer parce que je me rends compte maintenant que je suis en train de produire pour de vrai des vraies planches que ah ouais, je me suis toujours cru relativement paresseux, mais ça prend du temps. Et pour le moment, je faisais quand même toujours des journées de 12 heures ou quelque chose comme ça. Mais du coup, je tente dans les 6 heures d'heure crèche que j'ai environ, de faire le plus de dessins possible. Ah là, il y a vraiment la routine. Là. En fait, je ne sais pas quoi en dire. Je vais dans l'atelier, je peins, je retourne à la maison, en gros. En passant par la crèche. Et puis, le superposition, quand vous dites les scènes de nuit, donc je crois que vous parlez d'un truc que les gens ont beaucoup aimé dans mes dessins, c'est souvent ces scènes nocturnes où tout ce qui est lumière a vraiment l'air de briller. Et ça, c'est parce que c'est typiquement parce que les formes qui sont en couleur claire, en tout cas la plupart de ces formes, sont faites en réserve plutôt qu'en superposé, en opaque. Tu vois, que la plupart des lumières ne sont pas mis en, on va dire, gouache ou acryl blanc sur quelque chose, sur un fond. Et les choses faites en réserve, ils ont quelque chose de très frais et lumineux qu'on peut quasi pas faire avec en superposant quelque chose de clair sur un fond foncé. Je pense que la manière qu'une gouache sèche ou quelque chose, ou un acrylique sèche, on va sentir un peu qu'il y a quelque chose, que c'est un petit truc de boue, hein, un petit peu de gadou qui a été placé. Et la vraie lumière dans le vrai monde, on n'a pas l'impression, ça ne ressemble pas à un truc de gadou qui a été placé, ça ressemble à quelque chose qui transperce, quelque chose de foncé autour. Par contre, pour avoir la vraie beauté, le plus joli, c'est quand je fais les deux, je pense. Quand je fais aussi le gadou, mais pour des choses qui ne sont pas des sources de lumière, par exemple. C'est le mélange des deux où la texture devient riche. Ouais. Voilà. Donc, réserve, que je n'utilise pas que pour ces choses de lumière. J'ai l'impression que ce qui est un peu surprenant dans mes dessins a souvent quelque chose à voir avec faire les choses dans le sens inverse. Dessiner autour de la chose que je suis en train de montrer, je sais pas, faire les choses en marche arrière ou quelque chose un peu, ou ce que je ne dessine pas. On a un petit vidéo de ça. Oui. Enfin, Oui, pas exactement de ça, mais j'avais l'autre jour, je m'étais amusé peut-être à me filmer en dessinant. Ouais. Et, ah oui, et du coup, c'est bien parce qu'on voit que ouais. Il n'y a pas un crayonné, mais il y a souvent du croquis quand même. Il y a du pinceau très clair qui devient, et parce que je travaille en foncé plus tard, voilà, vous avez la vidéo aussi. Ces lignes qui sont pourtant oui, exactement, qui resteront visibles, deviennent presque invisibles puisque les choses autour sont tellement plus foncées. Donc en fait, j'ai un croquis mais qui est très clair ou quelque chose souvent. Enfin, et un croquis aussi, c'est pas exactement. Donc je fais des lignes. Il y a des lignes verticales qui font pluie, hein, mais ils sont là pour que je les dessine pas. Donc la raison de les dessiner, c'est pour dessiner autour.
Le même avec les lampes, ils vont souvent être, dans des scènes nocturnes, les lampes ou les étoiles ou des choses, vont souvent être indiquées d'abord avec un petit boule en couleur claire. Si clair que, vu ce qui va se passer plus tard, ça va devenir invisible, sans avoir besoin de gommer non plus, des choses comme ça. Ouais, réserve et faire les choses à l'envers. Par exemple, dans ce petit film, ce que je dessine, on pourrait presque dire qu'il y a des contours, mais que les contours sont blancs, que les contours même des choses, comme ces petites valises là, sont faites en réserve. Et faire de réserve, laisser les contours blancs, c'est une bonne. On peut appeler ça faire les choses à l'envers. Et souvent, c'est la solution faire un truc de manière intéressante, c'est le faire dans l'autre sens. Sauf que dans la vraie vie, ça veut dire que je suis très maladroit. Et que les gens ne me comprennent souvent pas ce que je dis. J'exagère, hein, mais quand même, ma copine trouve ça, que je suis maladroit et que je m'exprime mal. Probablement parce que je commence avec le fin de la phrase et le vélo, marche arrière. Est-ce qu'il y avait encore une question? Oui, plusieurs. Bonjour, merci beaucoup, c'était trop cool. Et je me demandais pour la typo, parce qu'elle est toujours hyper nickel avec des empattements, et pourtant on dirait que c'est fait à la main, et je trouve ça un peu fou. Et aussi je me demandais pour les encres, surtout celles qui sont transparentes, ce que c'était comme l'encre. Il y a très longtemps, j'ai les encres couleurs qui sont, on va dire, quand même ce que j'ai utilisé le plus, en combinaison avec gouache, un petit tube de gouache, et un peu d'aquarelle même. Mais ces encres ont été Ecoline pendant longtemps, et dernièrement Röhr et Klingner, une autre marque mais j'imagine que c'est lié, ou des autres encres couleurs sont très bien, je sais pas. Mais je suis passé à un encre plus chic. Un encre riche, parce que les originaux sont plus résistants comme ça. Ecoline est un matos, ça résiste pas bien aux lumières, donc les originaux ils résisteront moins longtemps dans l'histoire que ces choses avec. S'il y en aura. Hein. Mais les encres plus chics, ils ont plus de pigments, mais sont souvent un peu plus difficiles à maîtriser. Je crois que ces écolines-là, j'ai l'impression que je pouvais étaler de manière un peu plus... peut-être c'était de la jeunesse, mais je pouvais étaler un peu de manière plus unie, par exemple, et que les encres plus chics, ils ont tellement de pigments qu'ils sèchent plus vite, qu'ils font des taches un peu plus... qu'ils résistent un peu plus le... mais est-ce que les questions étaient doubles là? Il y avait... Ah oui, la typo. Le typo. Lettrage. Le lettrage. Il est fait à main sur des feuilles séparées, et à la fin, quand je suis sûr, quand on a double-checké, quand on a lu la BD avec un typo temporaire digital dessus, et quand on est sûr que toute la rédaction est faite, je lettre, encore plus puisque je le fais parce qu'il faut le faire en plusieurs langues, je lettre sur une feuille séparée et à main. Rigol et certains autres ont été faits en tablette graphique, donc manuellement, mais avec un outil qui allait directement en Photoshop sur les fichiers. Mais il ne marchait plus, ma tablette graphique. Je n'arrivais plus à retrouver. Et du coup, pour ça, Roi Méduse, je suis retourné, comme j'avais fait pour les noceurs, à tout lettrer sur papier, à nouveau. Pas sur les originaux, hein, mais sur papier, scanné et réintégré. Et ça enrichit énormément le lettrage. Ça donne tellement plus d'idées et envie d'avoir des idées, de travailler sur papier, j'ai l'impression, que de travailler sur un écran. Je ne dis pas que c'est systématique, mais j'ai souvent... Il y a des nuances qui sont quasi invisibles à l'œil nu, je pense, de quand certains mots sont dits, ils ont un peu une autre tension quand ils sont écrits, parfois, tu vois, où les petits sérifs deviennent pointus quand c'est un concept un peu plus dangereux ou un peu plus... Enfin, je fais un peu de jeu de voix avec l'écriture. Mais tout ça même est pas idéal. C'est ce qu'il y a de mieux que je peux faire.
Mais l'idéal pour ce genre de BD aurait été que nous parlions tous la même langue. Dans ce cas-là, j'aurais pu faire du texte quelque chose dès le début complètement intégral au dessin, comme ça devrait l'être dans la BD, je dirais. Ça veut être ça. La BD veut être... tout devrait apparaître à la fois. Avec les storyboards, je tente d'en profiter de cette préparation pour vraiment mieux avoir pensé le texte avant même de peindre le parti pas textuel. Mais donc voilà, il y a pas mal de BDistes, surtout BDistes alternatifs, qui font leur lettrage direct sur leur planche et du coup après il y a juste des prises de tête pour des éventuelles traductions, évidemment. Mais c'est vraiment juste un truc technique, un obstacle technique. Sinon, l'idéal est faire direct. Donc si on est français et on compte pas publier en une autre langue, vas-y. C'est la France déjà, non? C'est un peu quand même c'est bien déjà pour la BD. Mais là, quand même, il y a des typos différentes pour chaque personnage. Ah, là, c'est un exemple de typo temporaire. Le typo qu'on utilise pour... ça, c'est digital. C'est moche. Et c'est pas mal déjà. Ça sert pour vérifier. Ça fait une tentative de distinguer les typos déjà, juste pour savoir. Et de distinguer les couleurs, comme je fais. Voilà. Très bien, merci. On aurait plaisir à vous poser encore plein d'autres questions. Malheureusement, nous n'en avons plus le temps. Merci infiniment pour votre générosité. Beaucoup, c'était très chouette. Merci beaucoup. Très cool. Donc, on se donne rendez-vous dans le hall d'entrée où les livres de Brecht